Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait pas mal parler. Le listing tout proche d'un nouveau jeton, le CC, Oui, sur MESK, c'est ça. de 10 novembre. Exactement. Ce 10 novembre 2025. Et ça, ça met la lumière sur un projet blockchain assez particulier, Canton Network. C'est une couche 1, L1, pensée pour un secteur, disons, en pleine ébullition. La finance institutionnelle, oui, et la tokenisation d'actifs réels, les fameux RWA. C'est ça, les RWA, Real World Assets, l'idée d'amener des obligations, de l'immobilier, ce genre de choses sur la blockchain. Tout à fait. Et donc, notre analyse aujourd'hui, elle se concentre sur Canton Network. C'est une infrastructure L1 euh, assez spécifique, on dit publique mais avec permission. Public mais avec permission. Oui, et surtout, elle met vraiment l'accent sur la confidentialité dès la conception. Et ça, c'est un point absolument clé pour les grandes banques, les institutions financières, quoi. Qui sont souvent un peu frileuses avec les blockchains publiques classiques, j'imagine. Exactement. Alors, pour décortiquer tout ça, on a fait une analyse assez poussée, hein. Elle date d'aujourd'hui, 7 novembre. On a compilé pas mal de choses. Le site de Canton, le White Papers, Oui, des articles de presse aussi, Ledger Insights, PR Newswire. Et puis les données des partenaires, c'est important, Broadridge, Kaiko. sans oublier bien sûr les infos sur le listing lui-même via MSC. Voilà. L'objectif, c'est de comprendre comment Canton fonctionne, qu'est-ce qu'il apporte de neuf pour la finance, quel est le rôle de ce jeton CC, et puis évaluer le potentiel, mais aussi les risques, surtout avec ce listing qui arrive très vite. On va regarder les chiffres qu'on a et les points où il faut être vigilant. C'est ça. Parfait, on y va. Alors, pour commencer simple, Canton Network, c'est quoi, au juste? Alors, Canton, c'est une blockchain de couche 1, une L1. Elle est publique dans le sens où, bon, son fonctionnement de base est ouvert, mais avec permission, parce que pour faire certaines choses, Comme opérer des nœuds critiques? par exemple, ou déployer certaines applications, il faut une autorisation. Et le point essentiel, c'est qu'elle est pensée pour la confidentialité. Sa mission, c'est de permettre aux institutions financières régulées de faire tourner leurs applications. On parle de stablecoin, de titres tokenisés, d'opérations de repo. Le repo, c'est les pré-emprunts de titres, c'est ça? Oui, voilà. Ou même des applications de données. Bref, faire tourner tout ça de manière confidentielle et, point super important, interopérable entre elles. Interopérable, parce que souvent ces solutions pour institutions, elles recréent pas un peu des silos, chacun sa solution dans son coin. C'est exactement le problème que Canton dit vouloir résoudre. Il se voit un peu comme un réseau de réseaux. L'idée, c'est de sortir de ce dilemme pour les banques. Comment je profite de la blockchain sans exposer toutes mes données confidentielles? Une sorte de compromis, quoi. Voilà. Canton pense avoir la solution technique pour ça. Intéressant comme positionnement. Et techniquement, comment ça marche? Sans nous noyer, hein? Bon, pour simplifier, les applications, elles tournent sur des environnements séparés, qu'ils appellent des domaines. Chaque domaine utilise un langage de contrat intelligent bien spécifique, DAML. DAML, développé par Digital Asset, c'est ça? Exactement. Et attention, point technique important, DAML, ce n'est pas compatible avec l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine. Ah, pas compatible VM. Ça veut dire que pour se connecter à tout l'écosystème Ethereum, ou pour attirer les développeurs qui connaissent déjà Solidity, C'est plus compliqué, oui. Ça crée une friction potentiellement. Les équipes habituées à Ethereum doivent apprendre DAML, utiliser des outils différents. C'est un choix fort. il y a sûrement des avantages à DAML pour ce qu'ils veulent faire, mais c'est une barrière à l'entrée, clairement. Oui, c'est ça. Il est conçu pour la logique métier et la confidentialité, mais ce n'est pas le standard de fait comme le VM. D'accord. Donc des domaines séparés avec DAML. Mais comment ils font pour communiquer, pour coordonner des actions entre domaines, surtout s'ils doivent rester confidentiels? Alors, c'est là qu'intervient la pièce maîtresse, le global synchronisateur. C'est un composant décentralisé opéré par un groupe d'acteurs de confiance, les supervalidateurs. Des super validateurs, on imagine que ce sont des grosses institutions. Probablement, oui. Des banques, des fournisseurs d'infra régulés. Le rôle de ce synchronisateur, il est crucial. Il assure la coordination et il garantit l'atomicité des transactions qui impliquent plusieurs domaines. L'atomicité, c'est le tout ou rien, c'est ça. Soit la transaction réussit partout, soit elle échoue partout. Exactement. Pas d'état bizarre entre les deux. Et le point clé, c'est que le synchronisateur fait ça sans voir les détails confidentiels des transactions. Un peu comme un contrôleur aérien qui gère les plans de vol sans ouvrir les valises. C'est une bonne image, oui. Il ne voit que le strict minimum pour ordonner les choses correctement entre les domaines.
La confidentialité est donc vraiment intégrée by design, basée sur le besoin de savoir. Seuls les participants directs voient le contenu. Et côté performance, coût, c'est souvent là que ça coince. Alors pour les frais, c'est intéressant. Ils sont fixés en dollars US. Ça, c'est bien pour les institutions, ça donne de la prévisibilité. Ah oui, pas de mauvaise surprise avec la volatilité d'un token natif. Voilà. Par contre, on paye ses frais en utilisant le jeton du réseau, le CC. Mais via un mécanisme économique spécial, le BME, on en reparlera, D'accord? Et la performance, la capacité du réseau? l'architecture est pensée pour être scalable horizontalement. En théorie, plus tu ajoutes de domaines, plus la capacité globale augmente. Tu as mentionné la non-compatibilité EVM comme limite. Il y a d'autres points faibles techniques. Oui, l'analyse source pointe aussi, pour le moment en tout cas, une certaine opacité si on veut regarder l'activité du réseau de l'extérieur. Les explorateurs de blocs publics, comme CantonScan, donneraient une vue assez limitée des données agrégées. Donc difficile d'évaluer l'état de santé du réseau de façon indépendante et détaillée pour l'instant. C'est un peu ça, oui. Compris. Bon, passons justement au jeton CC et à cette fameuse tokenomics avec ce mécanisme BME. Explique-nous ça. Oui, le BME, c'est le Burn Mint Equilibrium, équilibre brûlé créé, on pourrait dire. C'est vraiment au cœur du système. L'utilité numéro 1 du jeton CC, c'est de payer les traits de réseau. Ok, les frais fixés en dollars mais payés en CC. Exactement. Et quand un utilisateur paye ses frais en CC, ses jetons sont brûlés, détruits, retirés de la circulation pour de bon. Donc, plus le réseau est utilisé, plus il y a de frais payés et plus la quantité de CC en circulation diminue. Ça, c'est le burn. Logique. Et le mint? En parallèle, le protocole crée, il mint de nouveaux jetons CC. Et pourquoi faire? Pour qui? Pour récompenser ceux qui font tourner la machine et la font grandir. Les validateurs, qui sécurisent le réseau, qui opèrent le Global Synchronizer, potentiellement aussi les développeurs qui créent des applications utiles sur Canton. Et peut-être même les utilisateurs, selon la configuration? C'est possible, oui. Le but affiché de ce BME, c'est vraiment d'aligner la valeur du jeton sur l'utilisation réelle du réseau. Si ça tourne beaucoup, on brûle beaucoup. Le mint sert à inciter à faire tourner. L'équilibre entre les deux est censé réguler l'offre et soutenir la valeur. C'est l'idée, hein? C'est exactement ça. C'est très différent des modèles où tout est créé au début ou avec une limite fixe. Et justement, l'offre totale de CC, la supply, est-ce qu'il y a eu des ventes privées à des VCs, des investisseurs? Alors, d'après ce qu'on sait, non. Pas de prémaïne signalé, pas d'allocation spécifique pour des VCs. L'idée serait que les jetons se gagnent en participant activement. D'accord. Et pas de limite max, de hard cap. Non, pas de hard cap. L'offre est dynamique, elle dépend entièrement du BME. Les documents parlent d'une courbe indicative sur 10 ans. Ça pourrait amener à environ 100 milliards de CC créés au total sur cette période. 100 milliards? Oui. Et après ça, l'idée serait d'atteindre un équilibre où la création annuelle, le mint, serait autour de 2,5 milliards de CC. Idéalement, ça serait compensé par un burn équivalent grâce à l'activité. Mais s'il n'y a pas de limite et que l'émission continue, c'est quoi le risque principal de ce modèle? Le risque, il est clair. C'est la dilution. Si sur le long terme, la création de jetons dépasse la destruction par les frais, l'offre totale augmente sans cesse. Et ça peut tirer le prix du CSC vers le bas. Exactement. Donc tout repose sur le succès de cet équilibre BME. C'est vraiment vital pour que le modèle économique tienne la route. C'est un pari sur l'adoption massive et durable. Compris. Et pour ceux qui suivent les marchés, ce listing sur MEXC, c'est bien gravé dans le marbre? Oui, oui, confirmé par MXC sur leur blog, c'est bien le 10 novembre 2025. Avec deux paires au lancement, CC USDT à 7h UTC et CC USDC à 7h20 UTC. Noté. Alors, parlons concret. Canton Network, est-ce que ça tourne déjà? Est-ce qu'il y a de la vraie traction sur le marché? Ah oui. Et c'est peut-être là que ça devient vraiment impressionnant. Il y a un acteur majeur, Broadridge, c'est un géant des services financiers qui utilise déjà Canton. Pourquoi faire? Pour leur système de repo tokenisé, le DLR, Distributed Ledger Repo. Et là, attention, les chiffres qui circulent sont assez fous. Ah oui. Dis-nous. Selon des données de Broadridge et de Kaiko qui datent d'août 2025, ce système DLR traiterait environ 280 milliards de dollars de volume par jour. Pardon. Tu as dit par jour 280 milliards? Par jour, oui. C'est colossal.
C'est un volume qui ridiculise l'activité de beaucoup de blockchains publiques, très connues. Et ce qui est fou, c'est que ça se passe sur Canton, une infrastructure finalement assez discrète pour le grand public crypto. Donc c'est pas juste une idée sur le papier, ça tourne déjà à très très grande échelle. C'est ça. Et Kaiko, le fournisseur de données, utilise aussi Canton pour une application de données. D'autres intégrations pour des stablecoins, du règlement institutionnel seraient en cours. Impressionnant. Mais au-delà de cette application phare de Broadridge, est-ce qu'on a des chiffres sur l'activité globale du réseau? Nombre de transactions totales, nombre de validateurs actifs. Alors, c'est là qu'il faut mettre un gros bémol. On a vu passer des chiffres dans certains médias, comme Chaincatcher. Il parlait de plus de 600 000 transactions par jour, plus de 575 validateurs. Ce qui serait énorme aussi, hein. Oui, très encourageant. Mais, et c'est un mais important souligné dans notre analyse, ces chiffres proviendraient d'un rapport interne State of the Network. Et ce rapport officiel, il n'était pas public au moment de l'analyse. Donc ces chiffres sont à prendre avec d'énormes pincettes tant qu'on n'a pas la source primaire officielle de Canto. Exactement. Prudence, surtout à l'approche d'un listing public. Logique. Et comment ils font pour attirer ces gros clients comme Broadridge? C'est quoi leur stratégie? Clairement, c'est du B2B pur jus. Ils passent par des partenariats avec des acteurs déjà établis, respectés dans la finance, Broadridge, Kaiko. Ça rassure les autres institutions, j'imagine. Oui, et ça peut accélérer l'adoption. Et ça crée aussi ce qu'on appelle un effet collant, une certaine dépendance. Une fois qu'une banque a intégré Canton pour un truc critique comme le repo. C'est compliqué et coûteux de changer après. Ça crée des barrières à la sortie. Voilà, c'est une approche assez classique dans ce milieu. Logique. Bon, point hyper important maintenant, la sécurité. Et la gouvernance aussi. Est-ce qu'il y a eu des audits? Et là, on touche à un point faible majeur même, identifié dans l'analyse. Au 7 novembre 2025, donc aujourd'hui, il n'y a aucun audit de sécurité externe du protocole Canton ou de son cœur, le Global Synchronizer, qui soit listé publiquement dans la doc officielle. Oups. Attends, aucun audit public? Pour un projet qui vise la finance régulée? C'est quand même un peu un drapeau rouge, non? Et pour le moins étonnant, oui. La confiance, la validation externe, c'est normalement la base dans ce secteur. C'est un manque de transparence assez flagrant sur ce point précis. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de sécurité connus? Des hacks, des incidents douloureux? Non, à ce jour, rien de majeur n'a été rapporté publiquement. On peut penser que l'architecture permissionnée, avec des opérateurs identifiés comme les supervalidateurs, ça aide un peu à la sécurité opérationnelle. Parce qu'on sait qui sont les acteurs clés. Voilà. Mais ça ne remplace absolument pas une revue de code indépendante par des experts. Et l'analyse note aussi qu'il n'y a pas de programme de bug bounty public annoncé officiellement. Le truc où on récompense ceux qui trouvent des failles. Oui, c'est une pratique très courante pour améliorer la sécurité, et là, apparemment, rien d'officiel. D'accord. Qui est derrière le développement de l'DAM? Et comment les décisions sont prises pour faire évoluer le réseau? Alors, le développeur principal du noyau technique, c'est Digital Asset. C'est eux qui ont créé DAML aussi. Pour la gouvernance du réseau lui-même, ça repose sur les fameux super validateurs. Ces entités indépendantes qui font tourner le Global Synchronizer. C'est ça. Et pour changer les paramètres importants du réseau, comme les frais, il faut un vote formel. Il faut une majorité des 2/3 au moins des super validateurs pour approuver un changement. Ça passe par un processus documenté, les CAIP, Canton Improvement Proposals. Ok. Bon, si on devait résumer les risques principaux, les points où il faut vraiment être vigilant avant de s'intéresser de plus près à Canton ou à son jeton CCA. J'en vois 3 principaux. D'abord, la transparence. Clairement. Ce manque d'audit de sécurité publique, c'est le point numéro 1. Et on ajoute le manque de sources primaires pour confirmer les chiffres d'activité clés, et cette visibilité limitée sur les explorateurs, c'est paradoxal pour un projet institutionnel. C'est clair. Le deuxième risque? La tokenomics. Cet équilibre BME, il est potentiellement fragile. Le risque de dilution avec l'émission continue sans plafond, il est bien réel si l'usage ne suit pas assez pour brûler suffisamment de jetons. C'est difficile à évaluer de l'extérieur pour l'instant. Très important à suivre. Et le troisième point d'attention? La dépendance envers ces super validateurs. Ils sont centraux pour faire tourner la machine et pour la gouvernance. Qui sont-ils exactement? Comment sont-ils choisis? Quel contre-pouvoir? C'est crucial. Et ce qui est fou, c'est de voir cette traction énorme avec Broadridge malgré ses zones d'ombre, quoi. C'est vrai, c'est un contraste saisissant. Bon, pour élargir un peu, comment Canton se situe dans le marché actuel, face aux concurrents éventuels?
Ouais, Canton est en plein dans la vague RWA, la tokenisation des actifs réels. C'est un marché qui fait rêver, on parle de trillions de dollars d'ici 2030. Il répond à un besoin très précis des institutions, une blockchain qui combine confidentialité, interopérabilité et conformité. Ils disent viser la conformité MiCA par exemple. Et comparé aux autres blockchains qu'on connaît. La comparaison directe n'est pas facile parce qu'il est assez unique. Il est différent des L1 RWA comme Provenance ou Polymesh, qui sont peut-être plus axés sur l'émission de titres, mais moins sur cette confidentialité configurable et l'atomicité entre différentes applis. D'accord. Ce n'est pas non plus une DLT privée classique comme Corda ou Hyperledger, parce que Canton a cet aspect public permissionné et surtout un jeton, le CC, qui va être listé. Et c'est différent aussi des subnets permissionnés qu'on voit sur Avalanche, par exemple, à cause de sa gestion de la confidentialité native avec DAML et le Global Synchronizer. C'est vraiment un positionnement spécifique, donc. Oui, très ciblé, institutionnel, avec cette recette technique particulière. Parfait. On arrive vers la fin. Une petite synthèse rapide, pour conclure. Alors, Canton Network, c'est une infrastructure L1, ambitieuse, oui, vraiment taillée pour le marché institutionnel. La promesse est forte. Confidentialité, interopérabilité pour les RWA, la techno avec le Global Synchronizer, DAML, ça a l'air solide, différenciant. Et l'attraction via Broadridge avec ses volumes de repo, c'est quand même très significatif. Et les points clés à retenir pour évaluer le projet? Le pour et le contre, en gros. Le potentiel est là, c'est clair. Le narratif RWA, l'adoption par de gros acteurs, ça joue. La technologie apporte quelque chose d'original. Et la tokenomics BME, c'est une tentative intéressante de lier valeur et usage. Mais, et c'est un gros mais, il faut rester super vigilant. Le manque d'audit public, ça reste un point noir majeur à surveiller de près. La dynamique de l'offre du CC, sans plafond, basée sur cet équilibre BME, ça demande une observation critique et continue. Et puis, il faut absolument avoir confirmation des chiffres d'activité par des sources officielles. Très clair. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut suivre de près concernant Canton dans les jours, les semaines à venir? Évidemment, le listing sur Emixa le 10 novembre. Ça va être un moment clé. Il faudra regarder les volumes, comment le prix se forme, la liquidité pour le CC. Et après ça, Oui, au-delà du listing. guetter la publication éventuelle d'audit de sécurité. Ce serait un signal fort. Surveiller aussi la sortie de rapports State of the Network officiels qui confirment ou pas les chiffres d'activité. Et essayer d'avoir plus de données transparentes sur le BME, le ratio entre le burn et le mint. Les indicateurs clés à suivre seraient donc transactions par jour confirmées, le volume sur le repo de Broadridge et la tendance de cet équilibre BME. Exactement. C'est ça qui montrera si le modèle tient ses promesses. Très bien. Et pour finir, une petite pensée finale. Qu'est-ce que cette exploration de Canton nous inspire comme réflexion plus large? Je dirais que Canton met vraiment le doigt sur une question fondamentale, à la frontière entre la DeFi et la finance tradie. Comment on fait pour concilier la transparence, qui est souvent vue comme une force de la blockchain, avec les besoins absolus de confidentialité, de contrôle, de conformité du monde financier et institutionnel? Le grand écart, quoi. C'est un peu ça. Canton propose une réponse technique assez poussée. Son succès final, ça dépendra de l'adoption par les institutions, bien sûr, mais aussi de la capacité de son modèle économique, ce BizModel avec le jeton CC, à prouver qu'il est robuste et durable. Ça va être une expérience fascinante à observer.